Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 20 octobre 2023. On commence directement le show avec Polyman qui est dans le ring. On nous remontre avant ça ce qui s'est passé la semaine dernière entre LA Knight et Roman Reigns. Et du coup, Polyman va commencer par nous parler de ce qui s'est passé cette semaine à Raw, puisque à Raw, on a Jimmy Uso qui a coûté le match à Cody Rhodes et Jey Uso. Ce qui fait qu'ils ont perdu du coup leur titre par équipe. Et là, on peut faire directement le lien. Et c'est très bien joué de la part de la WWE en mettant Cody Rhodes et Jey Uso en équipe. Ce qui fait que du coup on a Jimmy Uso et la Bloodline qui est toujours focus sur Jey Uso malgré qu'il soit dans une autre brand. Et forcément si tu t'attaques à Jey Uso et au titre par équipe, tu t'attaques indirectement à Cody Rhodes. Ce qui va faire que Cody Rhodes va revenir dans l'histoire de la Bloodline. Et là c'est intelligent, il ne va pas revenir directement comme ça, comme une fleur sans aucune raison à dire je veux mon opportunité. Non, puisque là il y aura un lien et il pourra du coup faire ça en même temps. Donc c'est très très bien joué de la part de la WWE et on voit vraiment bien où ils veulent en venir. Du coup, Paul Heyman il continue en parlant du coup de LA Knight et de la grande nouvelle, puisqu'on a annoncé sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il aurait bien aimé avoir le privilège de l'annoncer lui, mais il n'a pas pu le faire puisque c'était le LA Times, je crois, Los Angeles Times, qui l'ont annoncé. LA Knight affrontera du coup Roman Reigns à Crown Jewel pour le titre. On en parlera plus tard en vrai de ce match-là, mais du coup, Paul Heyman qui dit qu'il est lui aussi un grand fan de LA Knight comme les gens ici. Et si vous aussi vous êtes fan de LA Knight, vous allez forcément regarder ce match-là à Crown Jewel et vous allez évidemment voir Roman Reigns battre LA Knight. À ce moment-là, LA Knight va faire son entrée. Il va demander à Paul Heyman de partir. Il va demander à Roman Reigns de débarquer, sauf que Roman Reigns évidemment il n'est pas là ce soir, donc il va pas venir. Il va demander à Paul Heyman de rester et il demande à Paul Heyman ce que Roman Reigns compte lui faire. Et à ce moment-là, LA Knight va terminer par dire, enfin, il fait une très bonne promo en vrai face à Paul Heyman, mais c'est juste que ça reste du LA Knight. Il sort comme d'habitude un petit peu toutes ses catchphrases contre Paul Heyman et le public réagit bien, mais je voyais aucune utilité en vrai à répéter tout ce qu'il a raconté, mis à part à la fin où il va dire à Paul Heyman de dire à Roman Reigns, comme il peut pas être là ce soir, que le game appartient à LA Knight et du coup on est prêt pour ce match-là à Crown Jewel. Je crois que la semaine prochaine on aura une signature de contrat entre les deux, même si le match est déjà officiel. J'ai quand même hâte de voir ce match-là, même si je suis pas du tout le plus grand fan de LA Knight ni de Roman Reigns d'ailleurs. Je suis pas le plus grand fan de Roman Reigns, même si je l'apprécie énormément. C'est juste que je pense pas que ça va être excellent in-ring. On en parlera dans mes pronostics, c'est pas tout de suite en vrai, on a encore une bonne vingtaine de jours avant que ce soit Crown Jewel, mais je suis quand même un petit peu hype malgré tout. En tout cas, c'était un bon petit segment pour ouvrir le show. Juste après, on a directement un match en simple entre Santos Escobar et Montez Ford. J'ai bien aimé le match, mais c'était tout ce qui était de plus basique en vrai. Ils ont fait 2-3 petits moves sympas, Santos Escobar et Montez Ford, mais pas grand chose d'intéressant. Ils étaient accompagnés du coup pour Santos Escobar de Joaquin Wilde et Cruz del Toro, et pour Montez Ford de Angelo Dawkins et Bobby Lashley. Je suis pas très fan en vrai de l'association entre Montez Ford, Bobby Lashley et Angelo Dawkins. Du moins, j'y vois quelque chose de bien parce que je pensais que ça pouvait être très très bien. C'est que le commencement, vous allez me dire évidemment, mais j'ai l'impression, peut-être que je m'avance déjà un petit peu trop, mais j'ai l'impression que ça peut ne pas fonctionner malheureusement. Comme je vois comment Montez Ford agit en tant que heel là-dedans, ça fait très pas naturel en vrai. Je trouve que ça pourrait être un bon heel Montez-Ford, mais il agit toujours comme si c'était un face, sauf que là c'est différent. En vrai, la marge elle est vraiment trop petite pour dissimuler si Montez-Ford c'est un heel ou si c'est un face, puisqu'il a juste le même comportement, sauf qu'il agit contre des faces, et avant il agissait contre des heels. C'est un petit peu, vous voyez, ce comportement arrogant que Montez-Ford a toujours eu contre des faces, ça fonctionne contre des heels, et ça fonctionne puisqu'il le fait contre des heels, mais là il garde toujours le même comportement, sauf que c'est contre des faces, et c'est là où c'est difficile de différencier si c'est quoi comme comportement pour Montez-Ford. En vrai, là où tu te rends compte que c'est un heel, c'est juste qu'après le match, il va forcément attaquer Santos Escobar, et c'est les seuls trucs qui me fait me dire que Montez-Ford c'est un heel. Donc je pense que si il change pas directement son comportement et qu'il ne devienne pas un petit peu plus brutal, vraiment visage fermé ou il déconne plus trop, je pense que s'il fait pas ça, je pense que le groupe il va avoir du mal à se projeter, surtout vu ce qui va se passer après, parce qu'on a Logan Paul qui vient couper un petit peu le truc. Là, on est dans une feud entre les deux clans, mais on a Logan Paul qui vient s'interposer, on va dire, dans cette histoire-là, ce qui fait que le groupe de Bobby Lashley et Street Profits, ça va être un petit peu sur le côté. C'est un petit peu ça ma crainte, je trouve, par rapport à ce groupe-là, mais ça pourrait quand même un petit peu fonctionner. Juste hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver par la suite, en espérant qu'ils changent aussi leur tenue de merde, parce que c'est vraiment dégueulasse la tenue de Montez Ford et Angelo Dawkins.
Mais voilà, c'est un petit peu ma petite crainte par rapport à tout ça. Victoire de Montesfort qui remporte le match avec un roll-up, hein, évidemment. On a eu deux, trois petites interventions pendant le match. Après le match, on a les Strukovic qui continuent d'attaquer Santos Escobar, comme je l'ai dit. Et on a Carlito qui arrive avec son nouveau film son, on dirait Enrique Iglesias, pour faire fuir du coup le clan de Bobby Lashley. En vrai, c'était un bon petit match, mais encore une fois, très très basique. Et construction aussi très très basique à la fin, puisque c'est sur un roll-up pourri que Montesfort va remporter le match. Et ça, c'est un petit peu dommage. Entre temps, on a des petites vignettes pour Chris Lily qui étaient sympas. Ils étaient dans un spa, c'était assez drôle, mais pas grand chose à raconter là-dessus. On a aussi, juste après le match, un petit segment backstage où on voit Rey Mysterio qui vient remercier Carlito et lui dit merci de venir aider du coup Santos Escobar pendant que lui il pouvait pas le faire. C'est ça qui représente un petit peu la famille de LWO, c'est une famille actuellement. Sauf que là, il va te dire que merci, mais il a des affaires à régler avec Logan Paul et il a envie de le faire de lui-même. Il n'a pas besoin d'aide, il veut être tout seul. Donc ça met un petit peu en colère, je trouve, Santos Escobar et les autres membres de LWO qui comprennent pas pourquoi tu veux faire les choses toi-même. On est une famille, pourquoi tu fais ça? Donc ça reste un petit peu intéressant. J'espère personnellement qu'un jour on aura un heel turn du groupe entier LWO, que ce soit avec ou sans Rey Mysterio. Je trouve que le groupe LWO en tant que heel, les heels bien latinos là, comme ça, je pense que ça pourrait être méga intéressant et à faire à suivre, mais juste hâte de découvrir comment ça se pourra se passer. Après, ça peut être aussi un petit indice par rapport au résultat du match entre Logan Paul et Rey Mysterio, puisque c'est officiel. Si Rey Mysterio veut faire les choses de lui-même, peut-être que Rey Mysterio perdra le titre. Et là, ce serait un petit peu dommage. Ensuite, on a John Cena qui fait son entrée. Il va nous faire un petit discours un petit peu émouvant. D'abord en parlant de la streak de Roman Reigns de plus de 1138 jours, je crois, de règne. Et il dit qu'il a appris récemment, lui aussi, qu'il avait une streak de plus de 2002 jours, si je dis pas de bêtises. Et sa streak, en vrai, c'était que il y a 2002 jours, c'est la dernière fois où il a remporté un match en solo. Donc ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il a plus remporté un match en solo. Sa dernière victoire en solo, c'était en 2018. Et ce qui veut dire tout simplement que c'est peut-être bientôt la fin pour lui et qu'il pense de plus en plus à la retraite. Et il dit ça très émouvant, comme s'il allait l'annoncer là tout de suite. Sauf que le public il va l'encourager, le public va lui dire qu'il est toujours capable de faire les choses. Il va encourager fortement John Cena, qui va se reprendre en disant que il a pas encore terminé, il a encore 2-3 petites choses à faire avant ça. Donc si quelqu'un est là et quelqu'un va s'attaquer à lui, qu'il vienne tout de suite parce qu'il va passer une très mauvaise nuit. Donc là, on a ce quoi qui débarque. En vrai, bizarre un petit peu la manière de faire les choses. John Cena qui fait comme s'il allait prendre sa retraite juste pour au final demander à quelqu'un de venir. Bizarre, mais ça reste John Cena. Donc voilà, on a ce quoi qui débarque. Il va s'attaquer à John Cena. Et au moment où John Cena va prendre l'avantage sur ce quoi, on aura Jey Uso qui va débarquer pour attaquer lui aussi John Cena. Sauf que là, un mec cagoulé, enfin un mec camouflé va venir attaquer Jey Uso. Et là, on va se rendre compte que c'est Jey Uso qui est venu un petit peu en camouflé pour pas qu'on le repère. Donc là, il y a la sécurité qui court après Jey Uso qui attaque du coup Jimmy Uso. Là, à ce moment-là, John Cena va se reprendre, va mettre un attitude adjustment à ce quoi. Et c'est comme ça que va se terminer le segment. D'ailleurs, juste après, on aura un segment backstage. On retrouvera Nick Aldis qui sera accompagné du coup de Jey Uso. Et il est vraiment pas content de ce qui s'est passé. Donc il va donner une amende de 10 000 $ à Jey Uso pour être venu dans son jeu et surtout pour avoir attaqué une de ses superstars. Sauf que là, on a Adam Pearce qui est là, le général manager de Raw, qui dit ok, si tu donnes une amende à Jey Uso, pourquoi t'en donnes pas une à Jimmy Uso qui était là cette semaine à mon show? Sauf que là, Nick Aldis lui répond tout simplement que moi je m'occupe de ce qui se passe à SmackDown, je m'en fous de ce qui se passe à Raw. Donc là, ce qui s'est passé à SmackDown, c'est que Jey Uso il est venu à SmackDown pour attaquer une de mes superstars, donc il aura une amende. Et même il va demander à la sécurité d'emmener Jey Uso en dehors de l'arène. Donc à ce moment-là, Adam Pearce il dit bon, on n'est pas obligé d'en arriver jusque là, hein, on peut faire ça tranquillement. Sauf que Nick Aldis là, il va se reprendre en disant bon, tu sais quoi, tu me les sors tous les deux de l'arène. Et là, ça commence à être très tendu entre les deux general managers. Et ça, je trouve ça incroyable. On a un petit peu Nick Aldis qui serait un petit peu le general manager heel, et à côté de ça, on a un petit peu Adam Pearce qui serait le general manager face. J'ai trouvé ça excellent. On a Adam Pearce et Nick Aldis qui vont se mettre face à face. Adam Pearce enlève ses lunettes, il va dire ah ok, tu veux jouer à ça, ben laissons les jeux commencer, let the games begin.
Deux choses intéressantes par rapport à cette phrase. Déjà, le premier sens de cette phrase qui fait qu'en gros, tu veux jouer, bah on va jouer, hein, tout simplement. Si tu veux faire ça, je vais faire ça, on va se renvoyer des coups et ça fait vraiment que on a deux brands séparés et c'est hyper intéressant, hyper cohérent de le faire comme ça. Et aussi, let the games begin, games, war games. Peut-être qu'à Survivor Series, on aura Raw contre SmackDown dans un War Games match. Ça pourrait être hyper intéressant. Et en tout cas, je suis totalement pour ce qui se passe parce que je trouve que Brain Warfare, cette histoire de Raw contre SmackDown, c'est un des meilleurs concepts qui existe quand c'est bien fait, quand on a vraiment les deux brains qui se rendent coup pour coup. Je trouve que c'est excellent et que ça peut faire un truc incroyable quand t'as les superstars qui veulent vraiment se battre pour leur brand. Je trouve ça fou et qu'ils le remettent au goût du jour actuellement avec le Wargames match, ça pourrait être excellent. Donc affaire à suivre et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, on a Logan Paul qui débarque dans le ring. Il fait une promo à la Logan Paul, en gros il va lâcher des pics un petit peu tout le monde, il dit qu'il a remporté son combat récemment, on s'en fout, on est fan de catch, pas de boxe, on s'en fout de ton match de boxe. Du coup il dit qu'il a remporté son match, il va lâcher des petites piques à Roman Reigns, à Jey Uso, à Rey Mysterio et un petit peu tout le monde, Dominic Mysterio même, dont une qui est un petit peu ridicule je trouve parce que c'est un énorme contre son camp, où il dit que la dernière fois qu'il a battu Rey Mysterio, on avait Roman Reigns qui apparaissait pour combattre. Il dit ça comme si lui il était actif chaque semaine Logan Paul alors que il catch moins que Roman Reigns, mais bon, voilà. Sauf que Logan Paul lui nous dit qu'il veut une seule chose, c'est le titre des États-Unis, c'est pour ça qu'il est focus sur Rey Mysterio. Et du coup on a Rey Mysterio qui va débarquer pour accepter le challenge de Logan Paul, donc on aura bien le match à Crown Jewel. Assez bizarre en vrai la démarche de Logan Paul de vouloir un titre si c'est pour rien faire après, puisqu'il n'est pas présent, et encore une fois je l'ai dit, c'est un petit problème quand t'es part-timer de devenir champion, surtout un champion mineur. En fait, c'est plus grave d'être part-timer quand t'es un champion majeur, mais c'est encore plus grave quand quand t'as deux part-timers sur ton show. Ça veut dire que t'as plus de titres masculins, mis à part les titres par équipe qui sont principalement à Raw, puisque le Judgment Day est à Raw. Donc je me demande comment ils vont faire si Logan Paul devient champion, mais ça pourrait être très très problématique. Mais je trouve ça marrant en vrai de vouloir un titre pour rien y faire après, pour rien faire avec après. C'est comme si t'achetais un jeu vidéo pour pas y jouer quoi. Ensuite, on a eu un tag team match que j'ai trouvé hyper sympa entre Austin Theory et Grayson Waller, la nouvelle équipe qui est plutôt intéressante finalement, même si encore une fois j'ai dit que ça pouvait freiner la progression de Grayson Waller, mais bon, on verra ça par la suite. Et du coup, ils ont affronté Cameron Grimes et Dragon Lee, qui est une nouvelle team aussi du côté de SmackDown, qui peut être intéressante aussi, mais je suis pas sûr que ça fonctionne sur le long terme. On a deux catcheurs qui sont faits pour être des catcheurs solo, puisque c'est des catcheurs très très bons en solo, et on a Cameron Grimes qui est pas hyper méga utilisé, qui s'allie directement avec Dragon Lee dès son arrivée dans le main roster. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des matchs, enfin, on a un match super sympa et de très bons moves du côté de la team des Face, mais encore une fois, je suis pas sûr que sur le long terme ça fonctionne très très bien. En tout cas, le match était très sympa. Victoire de Austin Theory et Grayson Waller malheureusement. D'ailleurs, il a duré combien de temps le match? Il a duré 6 minutes. C'était pas très long, mais on a eu des moves sympas de Cameron Grimes et Dragon Lee. Ça fait plaisir de voir Dragon Lee se faire utiliser. Il s'est utilisé bien plus par la WWE que par exemple ses frères se font utiliser par le Elite Wrestling. Mais c'est très sympa du coup de voir Dragon Lee qui prend pas le pin. Heureusement, c'est Cameron Grimes qui le prend, même si c'est triste aussi pour Cameron Grimes qui aurait pu remporter ce match-là avec Dragon Lee. Mais on verra bien ce qui va se passer la suite entre les deux. Et enfin, du coup, on termine avec le main event. Io Sky qui défend son titre de la WWE face à Charlotte Flair. Le match là me stressait énormément parce que je me suis dit, ok, c'est là où Io Sky va drop son titre à Charlotte Flair. Charlotte Flair qui va devenir 15 fois championne, ça va être hyper chiant. Pourtant, j'aimais beaucoup la démarche de redonner le match à Charlotte Flair puisque c'était logique tout simplement. Elle perdait le match alors que de base elle devait le gagner puisqu'elle avait fait taper Asuka, donc je trouvais ça logique qu'elle récupère une opportunité face à Io Sky, mais ça me faisait énormément stresser. Je me suis dit ils vont redonner le titre à Charlotte Flair, comme ça ils vont construire un truc avec Jade Cargill ou Bianca Belair, peu importe. Mais finalement non, tant mieux. D'ailleurs le match était très très bien carry par Io Sky qui je trouve carry vraiment cette division féminine du côté de SmackDown. C'est une très bonne championne je trouve. In-ring c'est excellent, même si elle remporte ses matchs en trichant et pas de manière très très glorieuse. Je trouve qu'elle carry vraiment cette division féminine du côté de SmackDown, c'est vraiment très très bien pour elle. Le match a duré 16 minutes, c'était bien long, ça faisait plaisir, j'ai bien aimé le match, c'était vraiment sympa, on a eu de bons échanges entre Charlotte Flair et Io Sky. À la fin du match, on a Damage Control, mais surtout Bayley qui aide Io Sky à remporter le match. À la fin, on aura Charlotte Flair qui va mettre un spear sur Io Sky, il me semble, et à ce moment-là, Io Sky se protégeait avec la ceinture. Donc là, elle va enchaîner avec le tombé, victoire de Io Sky qui conserve le match. Et on aura Bianca Belair qui va faire son retour après que du coup Damage Control s'en est pris à
à Charlotte Flair. C'est un petit peu la construction basique, hein. Après le match, t'as les heels qui s'attaquent au face, et là t'as le retour de quelqu'un. On a eu 2 fois la même construction pendant cet épisode de SmackDown, mais bon, c'est la construction de la WWE, pas très très, c'est pas très très original, mais bon, c'est comme ça. Bianca Belair qui fait son retour, elle s'attaque à Damage Control, fist bump avec Charlotte Flair, est très décevant parce que je m'attendais à un heel turn de Bianca Belair, qu'elle allait peut-être attaquer Charlotte Flair à la fin ou je sais pas, mais visiblement ils ont pas trop envie de faire ça. C'est ils prennent pas de risque en vrai, je trouve tout simplement. Bianca Belair, ça fonctionne avec les jeunes, elle est très populaire, donc ils veulent pas la faire turn heel, et je pense que ça va plus lui porter préjudice qu'autre chose de lui donner une construction comme ça. Moi je pense que quand tu sens que quelqu'un s'essouffle et que le run de quelqu'un s'essouffle en tant que face, il faut le turn heel, et inversement, quand tu sens que le run en tant que heel s'essouffle pour quelqu'un, il faut la turn ou le turn face. C'est comme ça, hein. Il faut faire des changements de temps en temps, même si ça peut prendre des risques, même si la popularité de Bianca Belair peut redescendre par la suite, je sais pas, peu importe, même si je pense pas. Il faut prendre des risques, et c'est des risques que la WWE prend plus trop en 2023, et c'est un petit peu dommage, en espérant que les choses changent avec, avec le temps, puisque maintenant que Triple H est vraiment en full contrôle du créatif, je pense qu'il peut changer les choses. Et si vous avez connu l'époque NXT Black and Gold, vous pouvez comprendre à quel point le produit était juste excellent, et que même si on avait par exemple un Johnny Gargano qui était hyper populaire auprès du public, ils n'avaient pas peur de le faire turn heel au moment où il fallait le turn heel et au moment où il fallait changer les choses. Et là, c'est un petit peu le problème avec le main roster, mais en espérant que, encore une fois, ça change avec le temps. C'est comme ça que se termine cet épisode de SmackDown. Donne-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il était bien, mais quand même un petit peu en dessous des semaines précédentes. C'était un petit peu dommage, mais le show était quand même relativement bien. J'ai bien apprécié. On approche de Crown Jewel. Après Crown Jewel, j'imagine que ce sera bien plus intéressant ce qui va se passer. Donc voilà, d'ici la prochaine, n'oubliez pas, tant que catch l'espoir. Bisous, bisous.